À 23 heures, le 14 novembre 1942, les opérateurs radars de l'USS Washington repérèrent 9 navires de guerre japonais progressant dans les ténèbres, à 16 500 mètres. La force ennemie était invisible à l'œil nu dans les eaux noires au nord de Guadalcanal. Mais sur les écrans radars SG du Washington, chaque navire apparaissait comme un point vert distinct. Leur position s'actualisait à chaque rotation de l'antenne. La flotte japonaise, qui dépendait encore des projecteurs et des jumelles, n'avait aucune idée qu'un cuirassé américain observait chacun de ses mouvements. Pendant 16 mois, l'équipage du Washington s'était entraîné avec cette technologie révolutionnaire. Le radar de recherche de surface SG pouvait détecter des navires à des distances qui semblaient impossibles à l'amiral. Le radar de contrôle de tir Mark III pouvait suivre des cibles et calculer des solutions de tir dans une obscurité totale. Ensemble, ces systèmes donnaient au Washington la capacité de combattre aveuglément, de détruire ce qu'il ne pouvait voir. Mais en novembre 1942, personne dans la flotte du Pacifique ne croyait vraiment qu'un cuirassé pouvait remporter une bataille navale moderne. Cette supposition allait coûter des vies américaines. Les amiraux qualifiaient les cuirassés de vaisseaux de couverture, de plateformes anti-aériennes flottantes, d'escorteurs coûteux réduits à protéger les porte-avions comme des destroyers surdimensionnés. La doctrine officielle affirmait que les cuirassés étaient obsolètes, relégués à tirer la DCA pendant que les porte-avions menaient les véritables combats. Depuis Pearl Harbor, les cuirassés rapides étaient tenus en laisse, interdit de rechercher des engagements de surface cantonnés à des rôles défensifs. Le Washington avait traversé l'Atlantique, servi avec la Home Fleet britannique, était transféré dans le Pacifique et pendant tout ce temps, il n'avait jamais tiré une seule fois sa batterie principale sur un navire de guerre ennemi. Ce soir-là, cela allait changer. Ce soir-là, un navire et un amiral allaient prouver que des cuirassés correctement employés avec la bonne technologie pouvaient encore dominer un champ de bataille naval. Mais d'abord, les 3700 Américains à bord du Washington devraient survivre à ce qui allait devenir l'action de surface la plus violente de la guerre du Pacifique. Le cuirassé n'était pas le problème. Le Washington était un chef-d'œuvre de l'ingénierie américaine, le 2e navire de la classe. North Carolina, mis sur cale au chantier naval de Philadelphie le 14 juin 1938. Il déplaçait 35 000 tonnes standard, 44 800 tonnes à pleine charge. Sa batterie principale consistait en 9 canons de 406 mm Mark VI dans 3 tourelles triples, capables de lancer des obus perforants de 1225 kg à plus de 32 km. Sa ceinture blindée avait une épaisseur de 406 mm. Les faces de ces tourelles, 457 mm. 4 turbines General Electric généraient 121 000 chevaux, le propulsant dans l'eau à 28 nœuds. Il pouvait combattre, il pouvait fuir, il pouvait encaisser les coups. Mais dans la logique tordue de la doctrine navale de 1942, il était considéré comme trop précieux pour être risqué dans le rôle même pour lequel il avait été conçu. Le combat navire contre navire. 3 nuits plus tôt, le prix de cette doctrine avait été payé en sang. Le contre-amiral Daniel Callaghan avait mené la Task Force 67 dans ces mêmes eaux pour intercepter une force de bombardement japonaise. Ces navires comprenaient les croiseurs lourds San Francisco et Portland, le croiseur léger Helena, les croiseurs anti-aériens Juno et Atlanta, et 8 destroyers. Cela aurait dû être une force puissante, mais Callaghan n'avait pas de cuirassés. La marine n'avait exactement que 2 cuirassés opérationnels dans tout le théâtre du Pacifique Sud, le Washington et le South Dakota, et ils étaient retenus avec le porte-avions Enterprise, le seul porte-avions américain encore fonctionnel dans le Pacifique. La doctrine disait que les porte-avions étaient trop précieux pour être risqués. Les cuirassés existaient pour protéger les porte-avions, alors Callaghan y est allé sans eux. Le résultat fut une catastrophe. Dans une action nocturne confuse que les historiens appelleront plus tard la première bataille navale de Guadalcanal, la force de Callaghan tomba dans l'obscurité sur le groupe de bombardement du vice-amiral Hiroaki Abe. Les Japonais avaient 2 cuirassés, le Hiei et le Kirishima, le croiseur lourd Kinugasa, 2 croiseurs légers et 14 destroyers.
Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais une bagarre de bar avec des canons navals. Les navires tirèrent à bout portant, incapables de distinguer amis de l'ennemi. Des navires américains tirèrent les uns sur les autres. Les projecteurs japonais transformèrent la nuit en un cauchemar d'éblouissement et d'ombre. Quand la fumée se dissipa, Callaghan était mort sur la passerelle du San Francisco, tué par un coup direct d'un obus de 356 mm. Le contre-amiral Norman Scott était mort à bord de l'Atlanta, tué par des obus américains tirés dans la confusion. Les destroyers Barton, Cushing, Lafay et Manson coulaient ou avaient coulé. L'Atlanta était en train de mourir. Le pot Juno serait torpillé et perdu avec presque tout son équipage pendant le retrait. 706 Américains étaient morts. Les Japonais n'avaient perdu que les destroyers Akatsuki et Yudachi. Bien que le cuirassé Hiei ait été paralysé et serait coulé par une attaque aérienne le lendemain. L'amiral Chester Nimitz, assis dans son quartier général à Pearl Harbor, lut les rapports d'après-combat avec une alarme croissante. Les Marines sur Guadalcanal tenaient à peine. Henderson Field, la piste d'aviation qui rendait Guadalcanal digne qu'on y meure, subissait des bombardements nocturnes des croiseurs et destroyers japonais. Maintenant, les renseignements signalaient qu'une autre force japonaise encore plus importante se dirigeait vers le sud. L'amiral Nobutake Kondo arrivait avec le cuirassé Kirishima. 4 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers et 9 destroyers. Leur mission était de réduire Henderson Field en gravats, puis de couvrir le débarquement de 11 000 soldats japonais frais. S'ils réussissaient, Guadalcanal tomberait. Les Marines seraient massacrés. La première offensive américaine de la guerre du Pacifique se terminerait en désastre. Nimitz était face à un choix impossible. La doctrine disait « Ne risquez jamais les cuirassés sans soutien de porte-avions ». Mais l'Enterprise était endommagée et opérait avec un pont d'envol rafistolé depuis la bataille de Santa Cruz 3 semaines plus tôt. Son groupe aérien était diminué. Si Nimitz retenait les cuirassés pour couvrir le porte-avions, Henderson Field serait détruit, Guadalcanal tomberait, et des mois de sang et de sacrifices seraient gaspillés. S'il envoyait les cuirassés seuls en avant, ils pourraient tous être coulés, laissant l'Enterprise sans défense. Tous les principes qu'on lui avait enseignés au Naval War College disaient que c'était une erreur. Tous les exercices de guerre auxquels il avait participé disaient que des cuirassés opérant seuls la nuit étaient condamnés. Mais les Marines n'avaient plus de temps. Nimitz prit la décision la plus difficile de sa carrière. Il ordonna à l'amiral William Halsey de libérer les cuirassés, de les envoyer seuls, de les laisser combattre navire contre navire. Au diable la doctrine! L'homme choisi pour mener cette mission désespérée était le contre-amiral Willis Augustus Lee Jr. À 54 ans, Lee était un guerrier improbable. Né à Natley, Kentucky, une petite ville du comté d'Owen, il était diplômé de l'Académie navale en 1908. Petit, trapu et perpétuellement ébouriffé, Lee ressemblait plus à un instituteur de campagne qu'à un amiral. Ses uniformes n'allaient jamais bien. Il portait de grosses lunettes. Il parlait avec un accent traînant du Kentucky qui amenait les autres officiers à le sous-estimer. Mais derrière cette apparence peu impressionnante se cachait l'un des plus fins esprits tactiques de la marine des États-Unis. Lee était un tireur d'élite sans égal. Aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, il avait remporté 5 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze dans des épreuves de tir. Il pouvait placer 10 coups dans le même trou à 900 mètres. Il comprenait la balistique comme les musiciens comprennent le rythme, instinctivement, parfaitement. Les trajectoires, la dérive, la chute des projectiles, les angles de tir, ce n'étaient pas des calculs pour lui, mais des intuitions. Quand il regardait une cible, il savait où viser. Quand il passa des fusils au canon naval, cette intuition l'accompagna. Un canon naval de 406 mm n'était qu'un très gros fusil pour Willis Lee. Les principes étaient les mêmes. On calculait la position de la cible. On la devançait en fonction de sa vitesse et de sa direction. On ajustait pour le vent et le mouvement, et on tirait. La seule différence était l'échelle. Mais Lee comprenait quelque chose d'encore plus important que le tir. Il comprenait la technologie.
Plus précisément, il comprenait le radar d'une manière que la plupart des amiraux en 1942 ne comprenaient pas. Alors que ses contemporains traitèrent le radar comme une nouveauté intéressante, un gadget qui pouvait compléter la visée visuelle, Lee y voyait une révolution dans la guerre navale. Un navire équipé de radar pouvait voir à travers l'obscurité, la fumée, la pluie. Il pouvait suivre des cibles à des distances qui rendaient l'engagement visuel impossible. Il pouvait calculer des solutions de tir avec une précision mathématique. Plus important encore, il pouvait permettre à un navire de dominer un champ de bataille où l'ennemi combattait à l'aveugle. Pendant 6 mois, Lee avait entraîné sans relâche ses équipages au tir dirigé par radar. Il avait repensé de fond en comble les procédures de contrôle de tir du Washington. Dans le système standard de la marine, l'opérateur radar signalait les contacts à un transmetteur qui les relayait à l'officier de tir qui ordonnait au directeur de tir qui visait les canons. Lee élimina les intermédiaires. Il fit brancher directement les opérateurs radar à l'officier de tir et au directeur de tir. L'officier de traçage radar pouvait désigner des cibles en temps réel. Le radar de contrôle de tir pouvait suivre la chute des obus et corriger la visée entre les salves. C'était un système qui n'avait jamais été testé au combat. Lee l'avait développé à travers des centaines d'heures d'exercice, de perfectionnement. Maintenant, il allait découvrir si cela fonctionnait quand cela comptait. La force opérationnelle de Lee était désignée Task Force 64. Elle comprenait son navire amiral, le Washington, le cuirassé South Dakota et 4 destroyers, Walker, Benham, Preston et Gwynne. Sur le papier, cela semblait impressionnant. 2 des plus récents cuirassés américains avec une escorte de destroyers. En réalité, c'était une équipe de fortune qui n'avait jamais travaillé ensemble. Le South Dakota venait d'arriver des États-Unis après des réparations suite aux dommages subis lors de la bataille de Santa Cruz, où il avait été touché par une bombe japonaise. Son équipage était inexpérimenté, beaucoup sortaient tout juste de l'entraînement. Les 4 destroyers avaient été prélevés sur différents groupes opérationnels. Ils n'avaient jamais opéré avec les cuirassés. Il n'y avait pas eu de temps pour des exercices, aucune occasion d'élaborer des procédures communes. Lee avait exactement un jour pour souder cette collection de navires en une force combattante. Les problèmes allaient plus loin que la simple méconnaissance. Le Washington et le South Dakota avaient des systèmes radio incompatibles. Leurs postes d'intercommunication fonctionnaient sur des fréquences différentes. Leurs signaux de reconnaissance étaient différents. Lee ne découvrit cela qu'après leur mise en mer. Il dut improviser en urgence un plan de communication utilisant des signaux lumineux et des manœuvres prédéterminées, car les navires ne pouvaient littéralement pas se parler de manière fiable. Les destroyers avaient leurs propres problèmes. Ils étaient armés de canons de 127 mm et de torpilles, des armes conçues pour des combats rapprochés. Face aux croiseurs et cuirassés japonais, ils seraient surpassés en puissance et en portée. Leur seul avantage était leurs torpilles. Mais pour les utiliser, ils devraient s'approcher à moins de 9000 mètres, bien à portée des canons japonais. Alors que le soleil se couchait le 14 novembre, Lee mena sa petite force autour de la pointe ouest de Guadalcanal. Les 4 destroyers menaient en formation de colonne, le Walk en tête, puis le Benham, le Preston et le Gwynne, suivis par les 2 cuirassés avec le Washington précédant le South Dakota. La colonne s'étirait sur plus de 3 kilomètres, 6 navires s'engageant dans des eaux qui avaient déjà englouti des dizaines de bâtiments américains. Les marins avaient pris l'habitude d'appeler cela le détroit au fond de fer, tant de navires reposaient sur le fond marin. Alors qu'ils doublaient l'île de Savo, chaque homme à bord pouvait voir les nappes de pétrole et les débris de la bataille de Callaghan 3 nuits plus tôt. Des corps flottaient encore dans l'eau. L'épave des destroyers américains affleurait à marée basse. Lee savait dans quoi il s'engageait. Les renseignements avaient fourni des informations détaillées sur la force de Kondo. L'amiral japonais amenait le cuirassé Kirishima, un vétéran de Pearl Harbor et de dizaines de batailles depuis. Il était techniquement un croiseur de bataille construit pendant la Première Guerre mondiale et modernisé dans les années 1930. Mais ces 8 canons de 356 mm pouvaient lancer des obus de 1270 kg sur 30 km. Avec lui se trouvaient les croiseurs lourds, Atago et Takao,
chacun armé de 10 canons de 203 mm. Les croiseurs légers, Sendai et Nagara, et 9 destroyers. 14 navires au total, chacun entraîné au combat nocturne. Chacun armé de la torpille, type 93. Ce que les Américains appelaient le Long Lance, la torpille la plus meurtrière du monde. Elle pouvait parcourir 22 km à 49 nœuds avec une ogive de 490 kg. Un coup pouvait briser un croiseur en deux. 2 ou 3 pouvaient couler un cuirassé. Les Japonais s'étaient entraînés au combat de surface nocturne pendant 20 ans. Ils avaient développé des tactiques, des équipements et une doctrine spécifiquement pour combattre dans l'obscurité. Leurs guetteurs étaient sélectionnés pour leur vision nocturne supérieure et entraînés à des niveaux de compétences surhumains. Ils pouvaient repérer des silhouettes de navires à des distances qui semblaient impossibles aux marins américains. Leurs obus éclairants et leurs projecteurs pouvaient transformer la nuit en jour. Leur tactique de torpillage était perfectionnée. Ils avaient prouvé leur supériorité dans le combat nocturne encore et encore, à la mer de Java, à Savo, au Cap Espérance. Les marins américains avaient appris à craindre la nuit. Les ténèbres appartenaient aux Japonais. Mais Lee avait quelque chose que les Japonais n'attendaient pas. Il avait le radar, et plus important encore, il savait comment l'utiliser. Alors que la Task Force 64 progressait dans le détroit, les opérateurs radars du Washington suivaient chaque contact. Ils pouvaient voir les montagnes de Guadalcanal et de Savo. Ils pouvaient suivre les avions amis retournant à Henderson Field. Plus important encore, ils pouvaient voir les Japonais arriver à 32 km de distance, bien au-delà de la portée visuelle. À 22h15, le radar détecta les premiers navires ennemis, un groupe de destroyers balayant l'avant de la force principale à 16 500 mètres et se rapprochant. Lee était face à une décision cruciale. Il pouvait ouvrir le feu à portée maximale, utilisant son avantage radar pour frapper les Japonais avant qu'ils ne sachent qu'il était là. Mais cela révélerait sa position, alerterait Kondo du piège et pourrait permettre à l'amiral japonais d'annuler sa mission de bombardement et de s'échapper. Où il pouvait attendre. Laisser les Japonais s'engager dans leur attaque. Les laisser s'approcher suffisamment pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, puis déclencher l'embuscade. C'était un risque terrible. Plus les Japonais se rapprochaient, plus ils seraient susceptibles de repérer la force américaine. S'ils voyaient les navires de Lee en premier, s'ils lançaient leurs torpilles en premier, la Task Force 64 serait anéantie. Mais Lee comprenait quelque chose de crucial. Les Japonais ne cherchaient pas un engagement de surface. Ils s'attendaient à des avions de Henderson Field, des vedettes lance-torpilles, des sous-marins, à tout sauf à des cuirassés américains. Halsey avait gardé le mouvement des cuirassés si secret que même de nombreux commandants américains ne savaient pas qu'ils arrivaient. Lee misa tout sur la confiance excessive des Japonais. Il ordonna à ses navires de retenir leur feu et de maintenir le cap. La distance se réduisit, 14 600 mètres, 12 800 mètres, 11 000 mètres. Sur la passerelle du Washington, les hommes pouvaient entendre leur cœur battre. Les opérateurs radars annoncèrent les distances à voix basse. 900 mètres. À cette distance, les guetteurs japonais auraient dû repérer les silhouettes massives de 2 cuirassés. Mais les Japonais regardaient vers Guadalcanal, s'attendant à voir les éclairs de leur bombardement. Ils ne regardaient pas derrière eux. 7300 mètres. Lee ne pouvait plus attendre. À 23 heures pile, il donna l'ordre d'ouvrir le feu. La première salve du Washington éclata dans la nuit. 9 obus de 406 mm, 11 000 kg d'acier et d'explosifs traversèrent les ténèbres en direction du croiseur léger Sendai. Les obus étaient guidés par radar, visant une cible que les servants des canons ne pouvaient pas voir, ajustés par un ordinateur de contrôle de tir qui calculait la déviation et l'élévation précise. La salve mit 23 secondes à atteindre la cible. Elle manqua sa cible, mais de peu. D'immenses colonnes d'eau jaillirent autour du Sendai, assez proches pour inonder ses ponts. Son capitaine, réalisant qu'il était sous le feu de canons lourds, ordonna immédiatement des manœuvres d'évitement et un écran de fumée. Mais Lee ne se concentrait pas sur le Sendai. C'était une diversion, une cible secondaire. Le radar du Washington avait identifié une cible bien plus importante.
le destroyer Ayanami, menant l'avant-garde japonaise. Il était le plus proche des destroyers américains, le plus dangereux pour l'écran de Lee. La seconde salve se déporta sur lui. Cette fois, les canons du Washington ne manquèrent pas. Au moins, un obus de 406 mm, peut-être deux, frappèrent l'Ayanami. À cette distance, face au blindage mince d'un destroyer, l'effet fut catastrophique. L'obus traversa sa coque comme du papier, détonna dans sa salle des machines et pulvérisa ses compartiments techniques. L'Ayanami s'immobilisa, brûlant furieusement. Son équipage luttait désespérément contre les voies d'eau et les incendies. La nuit explosa en chaos. Le South Dakota ouvrit le feu quelques secondes après le Washington, ses canons suivant des cibles différentes. Les destroyers américains chargèrent en avant, essayant d'atteindre la portée de lancement des torpilles. Des obus éclairants japonais éclatèrent au-dessus, baignant le détroit d'une lumière vert blanchâtre. Des projecteurs s'allumèrent, sondant les ténèbres. Chaque navire tirait sur quelque chose, mais dans la confusion, il était impossible de dire qui tirait sur qui. Des traçants s'entrecroisaient sur l'eau dans toutes les directions. Le tonnerre des canons lourds se mêlait au crépitement rapide des armes des destroyers. C'était la bataille de Callaghan une nouvelle fois. Sauf que cette fois, les Américains avaient le radar. Puis le désastre frappa. À 23h17, le South Dakota subit une panne électrique massive. Son ingénieur en chef, essayant de corriger un problème mineur sur son tableau électrique, actionna accidentellement les disjoncteurs principaux. Tous les systèmes électriques du navire s'éteignirent instantanément. Les lumières s'éteignirent. Les écrans radars devinrent noirs. Les directeurs de tir perdirent leur alimentation. Les monte-charges de munitions s'arrêtèrent. En quelques secondes, l'un des cuirassés les plus puissants d'Amérique était réduit à une cible flottante. Des générateurs diesel de secours se déclenchèrent, mais ils ne pouvaient alimenter que les systèmes essentiels. La batterie principale pouvait encore tirer en contrôle local, mais sans radar, sans directeur, les canonniers tiraient à l'aveugle. Les Japonais se jetèrent sur le cuirassé handicapé. Les projecteurs du Kirishima et des croiseurs se verrouillèrent sur le South Dakota, l'illuminant comme un artiste sur scène. Chaque navire japonais qui pouvait pointer ses canons ouvrit le feu. Des obus de 356 mm du Kirishima s'écrasèrent sur la superstructure du South Dakota. Des obus de 203 mm de l'Atago et du Takao déchirèrent ses œuvres mortes. En 90 secondes, le South Dakota prit 27 coups. Ses antennes radio furent arrachées. Son radar fut détruit. Sa batterie secondaire fut mise hors de combat. 38 marins et un marine furent tués. 59 autres furent blessés, dont le capitaine Thomas Gatch, touché par des éclats, mais resté sur la passerelle. Les destroyers américains s'en sortaient encore plus mal. Ils avaient chargé dans la formation japonaise en essayant de lancer des torpilles, mais ils étaient en infériorité numérique et surpassés. Le Preston fut le premier à mourir. Pris dans un tir croisé entre croiseurs et destroyers japonais, il fut touché à plusieurs reprises. Des obus déchirèrent sa coque mince, déclenchant des incendies incontrôlables. Son capitaine ordonna d'abandonner le navire, mais avant que la plupart de l'équipage ne puisse évacuer, ses soutes à munitions explosèrent. Le Preston disparut dans une boule de feu, emportant 117 hommes avec lui. Le Walke fut le suivant, menant la colonne de destroyers américains. Il s'était approché le plus près de la ligne japonaise. Il parvint à lancer plusieurs torpilles, mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, les tirs de retour japonais le trouvèrent. Des obus frappèrent dès sa passerelle, tuant son capitaine. D'autres obus frappèrent sa salle des machines. Puis une torpille longue lance s'écrasa dans sa coque au milieu du navire. Le Walke se brisa en deux et coula en quelques minutes. Sur son équipage de 250 hommes, seuls 75 survécurent. Le Benham fut touché par une torpille qui lui arracha complètement la proue. D'une manière ou d'une autre, il resta à flot, ses cloisons étanches tenant, mais il ne pouvait plus combattre ni manœuvrer. Le Gwin, le dernier destroyer encore opérationnel, brûlait à la suite de multiples impacts d'obus, mais avait encore de la puissance et pouvait gouverner. Son capitaine prit l'amère décision de se retirer, recueillant des survivants pendant sa retraite. En moins de 15 minutes, l'écran de destroyer de Lee avait été anéanti.
À 23h15, la force opérationnelle de Lee avait pratiquement cessé d'exister. 4 destroyers étaient coulés ou paralysés. Le South Dakota était aveugle, sourd et en feu, se traînant loin de la bataille. Des 6 navires qui étaient entrés dans le détroit au fond de fer, seul le Washington restait opérationnel. Il était seul face à 14 navires japonais, dont un cuirassé, 4 croiseurs et plusieurs destroyers. Tous les scénarios des écoles de guerre, tous les manuels tactiques, toutes les sagesses conventionnelles disaient que Lee devrait se retirer immédiatement. Il était en infériorité numérique de 14 contre 1, il n'avait aucun soutien, personne ne lui en aurait voulu de sauver son navire et son équipage. Mais Willis Lee regarda son écran radar et vit quelque chose que les Japonais ne pouvaient pas voir. Dans leur excitation à marteler le South Dakota, dans la ruée d'adrénaline de la destruction des destroyers américains, les Japonais avaient perdu leur formation. Leurs navires étaient dispersés, certains poursuivant le South Dakota, d'autres achevant les destroyers, d'autres tournoyant dans la confusion, et aucun d'entre eux n'avait remarqué le Washington. Il s'était caché derrière les épaves en feu du Preston et du Walker, sa signature radar masquée par le carnage, environnant. Lee avait une opportunité, mais elle nécessitait de faire quelque chose qui violait tous les principes du combat de cuirassés. Il devrait charger seul au milieu d'une flotte ennemie. Lee donna l'ordre qui allait définir sa place dans l'histoire navale. Silence complet sur tous les circuits radio. Pas de lumière. Aucune communication avec les autres navires. Vitesse maximale en avant. Cap 030. Le Washington accéléra à 26 nœuds et se dirigea droit vers la ligne de bataille japonaise. Ses opérateurs radars suivaient chaque navire ennemi, annonçant distance et relèvement dans des chuchotements. 13 700 mètres jusqu'au Kirishima, 11 000 mètres jusqu'à l'Atago, 9 100 mètres jusqu'au Takao. Les Japonais ne l'avaient toujours pas vu. Leurs projecteurs étaient braqués sur le South Dakota, maintenant en flammes sur l'horizon sud. Leurs guetteurs regardèrent leurs victimes mourir. Personne ne cherchait un autre cuirassé. À 7 700 mètres, pratiquement à bout portant pour des canons de cuirassé, Lee donna l'ordre d'ouvrir le feu sur le Kirishima. Toute la batterie principale du Washington, 9 canons de 406 mm, explosa dans une salve parfaitement coordonnée. À cette distance, avec un contrôle de tir radar, sur une cible immobile illuminée par ses propres projecteurs, les canonniers du Washington ne pouvaient pas manquer. La première salve encadra le Kirishima. La seconde fut un coup direct. Puis un autre et encore un autre. En 7 minutes, le Washington tira 75 obus de 406 mm. Au moins 9, peut-être jusqu'à 20, frappèrent le Kirishima. L'effet fut dévastateur. Les obus du Washington, pesant chacun 1225 kg et voyageant à 700 mètres par seconde, frappèrent avec la force de trains de marchandises. Ils traversèrent le blindage du Kirishima comme du papier de soie. Un obus détruisit sa tourelle avant, tuant sur le coup tous ceux qui s'y trouvaient. Un autre détonna dans sa salle des machines, brisant turbines et chaudières. Un troisième frappa sous la ligne de flottaison, ouvrant une brèche qui inonda 3 compartiments. Son appareil à gouverner fut fracassé, bloquant son gouvernail à bâbord. Il commença à tourner en rond sans contrôle, incapable de manœuvrer, incapable de s'échapper. Pendant que le Washington continuait à le pilonner, la batterie secondaire du Washington de canon de 127 mm se joignit à l'assaut. Plus de 100 obus frappèrent la superstructure du Kirishima, déclenchant des incendies de la proue à la poupe. Son mât pagode, la tour distinctive abritant sa passerelle et ses systèmes de contrôle de tir, fut touché à plusieurs reprises. Les vitres volèrent en éclats. L'équipement fut brisé. Des hommes furent fauchés par le métal et le verre volant. Le capitaine Sanji Iwabuchi fut blessé mais resta à son poste, essayant désespérément de sauver son navire. Mais il ne pouvait rien faire. Le Kirishima était en train de mourir. L'amiral Kondo, regardant son navire amiral brûlé, fut confronté à l'amère réalité que sa force avait été prise en embuscade. Il ne savait toujours pas combien de navires américains il affrontait. Le feu dévastateur s'abattant sur le Kirishima pouvait provenir de plusieurs cuirassés. Ses croiseurs, l'Atago et le Takao,
tournèrent leurs projecteurs vers la source des tirs, illuminant enfin le Washington. Ils ouvrirent le feu avec leurs canons de 203 mm et lancèrent une gerbe de 16 torpilles type 93, mais le Washington était déjà en train de virer, son radar suivant les gerbes de torpilles. Lee ordonna de virer fort à tribord, et le géant cuirassé se pencha, fonçant vers le nord à vitesse maximale. Chaque torpille manqua sa cible, certaines à quelques mètres seulement. Les croiseurs japonais essayèrent de poursuivre, mais Lee ne fuyait pas. Il se repositionnait, utilisant la vitesse et le radar du Washington pour maintenir une distance d'engagement optimale. Alors que la distance s'ouvrait à 11 000 mètres, les canons du Washington se tournèrent vers les croiseurs. Sa première salve encadra l'Atago, envoyant des colonnes d'eau sur sa passerelle. La salve suivante fut plus proche. L'amiral Kondo, réalisant qu'il était maintenant le chassé plutôt que le chasseur, ordonna un retrait immédiat. La force de surface japonaise la plus puissante à s'approcher de Guadalcanal depuis le début de l'invasion fit demi-tour et s'enfuit dans la nuit. Derrière eux, le Kirishima était en train de mourir. Sa gîte augmentait régulièrement à mesure que les voies d'eau se propageaient dans sa coque fracassée. Les équipes de contrôle des avaries luttèrent désespérément pour le sauver, mais c'était sans espoir. À 1h00 le 15 novembre, le capitaine Iwabuchi ordonna d'abandonner le navire. L'équipage se rassembla sur le pont incliné, chanta l'hymne national japonais, poussa 3 hurrah banzai pour l'empereur, puis sauta par-dessus bord. À 3h20, le Kirishima se retourna et coula au nord-ouest de l'île de Savo. Il emporta avec lui 300 membres de son équipage. Il fut le premier cuirassé coulé par un autre cuirassé dans la guerre du Pacifique, et il avait été détruit par un seul navire américain, combattant seul. Lee voulait poursuivre la force en retraite de Kondo, mais il fit face à un nouveau problème. Dans la chaleur de la bataille, avec tous les signaux de reconnaissance confondus et les fréquences radio brouillées par les interférences, les vedettes lance-torpilles américaines basées à Tulagi ne pouvaient distinguer amis de l'ennemi. Elles se préparaient à attaquer tout ce qui bougeait, y compris le Washington. Lee dut rompre le silence radio pour éviter d'être torpillé par ses propres forces. Son message à la base des vedettes était caractéristique de sa personnalité. Lorsqu'on lui demanda les signaux de reconnaissance, Lee transmit « Ici Ching-Li. Débarrassez-moi le passage. J'arrive. » Les vedettes s'abstinrent sagement de tirer. Alors que l'aube se levait le 15 novembre, l'ampleur totale de la victoire américaine devint claire. Les transports de troupes japonais qui attendèrent de débarquer à Guadalcanal furent pris à découvert par les avions de Henderson Field. Des bombardiers en piqué et des avions lance-torpilles les survolèrent en essaim. 7 transports furent coulés. Seulement 4000 des 11 000 renforts japonais atteignirent le rivage, et ils débarquèrent sans la plupart de leur équipement et de leurs approvisionnements. La dernière tentative japonaise pour reprendre Guadalcanal avait échoué. La marée de la campagne avait tourné de manière décisive en faveur de l'Amérique. Le coup avait été terrible. Le destroyer Preston avait disparu avec 117 morts. Le Walker avait disparu avec 175 morts. Le Benham, bien que initialement sauvé, coulerait le lendemain pendant son remorquage. Heureusement, sans perte de vie supplémentaire. Le Gwin était gravement endommagé. Le South Dakota aurait besoin de mois de réparation. Au total, la marine des États-Unis avait perdu 3 destroyers et subi plus de 400 tués, mais elle avait stoppé net les Japonais. Le Kirishima reposait au fond. Les Japonais n'enverraient plus jamais de navires capitaux à Guadalcanal. Les Marines tiendraient. Le terrain d'aviation survivrait. La première offensive américaine de la guerre du Pacifique réussirait. Quand les rapports de pertes furent compilés, une statistique ressortit comme presque incroyable. L'USS Washington, qui avait à lui seul vaincu un cuirassé japonais et repoussé une flotte ennemie entière, n'avait subi aucune perte. Pas un seul homme à bord n'avait été tué ou grièvement blessé par une action ennemie. Le navire lui-même n'avait reçu qu'un seul impact, un obus de 127 mm qui sectionna son antenne radio. Dans l'engagement de surface le plus violent de la campagne de Guadalcanal, le navire qui avait infligé le plus de dégâts
en avait subi le moins. C'était sans précédent. Cela ne se reproduirait plus jamais dans la guerre. La réaction de l'amiral Halsey à la bataille fut immédiate et enthousiaste. Il envoya un message personnel à Lee qui disait « Vous et votre force opérationnelle avez écrit une page glorieuse de l'histoire navale américaine. » Mais la réponse officielle de la marine fut plus mesurée. La bataille fut classée comme une action défensive, et non comme la victoire offensive révolutionnaire qu'elle était vraiment. Le rapport d'après-combat de Lee, qui soulignait l'importance cruciale du radar dans la victoire, fut classé sans grand commentaire. Les amiraux partisans des cuirassés ne voulaient pas admettre que les avocats des porte-avions s'étaient trompés sur l'obsolescence des cuirassés. Les amiraux partisans des porte-avions ne voulaient pas admettre que les cuirassés avaient encore une valeur offensive. Ainsi, la victoire du Washington fut minimisée, traitée comme une anomalie plutôt que comme une validation de nouvelles tactiques. Lee lui-même fut philosophique quant au manque de reconnaissance. Il dit à son état-major que l'important n'était pas les honneurs, mais les résultats. Guadalcanal avait été sauvé. Des marins américains étaient en vie grâce à ce que le Washington avait accompli. Cela suffisait. Mais en privé, Lee était frustré par l'échec de la marine à tirer des leçons de la bataille. Il écrivit des rapports détaillés sur le contrôle de tir dirigé par radar, sur les tactiques de combat nocturne, sur l'intégration des capteurs et des armes. Il recommanda de nouveaux programmes d'entraînement, de nouveaux équipements, de nouvelles procédures. La plupart de ces recommandations furent ignorées ou mises en œuvre à moitié. La marine passait déjà à la bataille suivante, à la campagne suivante. Il n'y avait pas de temps pour une pensée révolutionnaire. Le capitaine Glenn Davis, commandant du Washington pendant la bataille, reconnut la nature révolutionnaire de ce qui avait été accompli. Les rapports d'action officiels qu'il rédigea soulignaient le rôle décisif du contrôle de tir radar dans la victoire. Son navire avait engagé plusieurs cibles dans une obscurité complète, atteint une précision dévastatrice et était ressorti sans une seule perte au combat. C'était, selon son évaluation professionnelle, la démonstration idéale de ce que pouvait accomplir une technologie et un entraînement correctement intégrés. Davis reçut la Navy Cross pour son leadership pendant la bataille et fut promu contre-amiral en avril 1943. Il commanda par la suite la division de cuirassés 8, les menant à travers la campagne des Mariannes et d'autres opérations du Pacifique. Mais comme Lee, Davis comprit que la hiérarchie de la marine restait sceptique quant au potentiel offensif des cuirassés équipés de radars opérant de manière indépendante. La réponse de la marine japonaise à la défaite fut la confusion et le déni. Le rapport initial de l'amiral Kondo affirma que des croiseurs et des destroyers américains avaient coulé le Kirishima. Il ne pouvait croire qu'un seul cuirassé avait détruit son navire amiral et repoussé toute sa force. Ce ne fut qu'après que des interceptions de trafic radio américain confirmèrent le rôle du Washington que les Japonais acceptèrent ce qui s'était passé. L'impact psychologique fut profond. Pour la première fois dans la guerre, un cuirassé japonais avait été vaincu en combat de surface. La nuit, qui avait appartenu aux Japonais depuis Pearl Harbor, n'était plus sûre. La doctrine navale japonaise commença à évoluer après la bataille de Guadalcanal. Ils réalisèrent que le radar américain avait neutralisé leur avantage dans le combat nocturne. Leurs excellents guetteurs, leur entraînement intensif, leurs torpilles supérieures. Rien de tout cela n'importait si les Américains pouvaient les voir et tirer avec précision dans une obscurité totale. Ils essayèrent de développer leur propre radar, mais ils avaient des années de retard sur la technologie américaine. Ils essayèrent de nouvelles tactiques, mais sans radar, ils étaient toujours en réaction, toujours désavantagés. La marine japonaise confiante qui avait dominé le Pacifique, au début de 1942 avait disparu, remplacée par une force de plus en plus désespérée, essayant d'endiguer une avancée américaine inexorable. Le Washington retourna à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour des réparations mineures et du ravitaillement. Son équipage eut une permission, et pour la première fois, ils purent parler de ce qu'ils avaient accompli. Les marins qui avaient été à leur poste de combat, qui avaient senti le navire trembler à chaque salve, qui avaient entendu les opérateurs radars annoncer les cibles, commencèrent à comprendre l'ampleur de leur victoire. Ils avaient fait face à des chances impossibles et avaient gagné.
Ils avaient prouvé que la technologie et l'entraînement américains pouvaient surpasser l'expérience et le nombre japonais. Ils avaient fait basculer le cours de la campagne de Guadalcanal, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. La guerre était loin d'être terminée. Le Washington était nécessaire ailleurs. Il participerait aux campagnes des îles Gilbert, des Marshall, des Mariannes, des Philippines, d'Iwo Jima et d'Okinawa. Il obtiendrait 13 étoiles de bataille, plus que presque tout autre cuirassé du Pacifique. Mais il n'aurait plus jamais l'occasion de prouver ce qu'il avait prouvé cette nuit-là au large de Guadalcanal. La marine le maintint attaché au porte-avions, utilisant sa batterie anti-aérienne massive pour protéger les ponts plats des attaques aériennes japonaises. Ses canons de 406 mm tireraient des milliers d'obus sur des cibles côtières pour soutenir les débarquements amphibies. Mais il n'engagerait plus jamais un navire de guerre ennemi en combat de surface. La tragédie n'était pas que le Washington fût cantonné à un rôle d'escorte de porte-avions. Cela était frustrant, mais compréhensible compte tenu de l'évolution de la guerre navale. La tragédie était que les leçons de sa victoire furent délibérément ignorées. Lee avait prouvé que des cuirassés équipés de radars et entraînés à son utilisation pouvaient dominer le combat de surface nocturne. Il avait démontré des tactiques qui auraient pu sauver des vies dans des batailles ultérieures. Mais la bureaucratie de la marine, attachée à la primauté de l'aviation embarquée, refusa de reconnaître ces leçons. Les rapports furent enterrés. Les recommandations furent rejetées. La révolution dans la guerre de surface que représentait le Washington était mort-née. Lee lui-même continua à plaider pour une meilleure intégration du radar et des tactiques de guerre de surface. En 1944, il fut promu vice-amiral et reçut le commandement de la force de cuirassés rapides, 6 des navires de guerre les plus puissants jamais construits, mais ils restèrent attachés au porte-avions, interdits d'opérer de manière indépendante. À la bataille de la mer des Philippines, en juin 1944, les cuirassés de Lee formèrent une puissante ligne de bataille qui aurait pu intercepter et détruire les forces de surface japonaises. Au lieu de cela, ils furent retenus pour protéger les porte-avions. L'ennemi s'échappa. À la bataille du golfe de Leyte en octobre 1944, Halsey emmena les cuirassés de Lee dans une poursuite effrénée après des porte-avions japonais, laissant les plages de débarquement sans protection. Seul le sacrifice héroïque des porte-avions d'escorte et des destroyers à la bataille de Samar empêcha le désastre. Lee regarda ses opportunités manquées avec une frustration croissante. Il savait ce que ses cuirassés pouvaient faire s'ils étaient correctement employés. Il l'avait prouvé à Guadalcanal. Mais c'était un bon officier et il obéissait aux ordres mêmes quand il n'était pas d'accord avec eux. Il continua à écrire des articles et des études sur les tactiques de guerre de surface, sur l'intégration du radar et du tir, sur l'avenir du combat naval. Quelques officiers juniors les lurent et en tirèrent des leçons, mais la hiérarchie de la marine resta attachée à la doctrine des porte-avions qui était devenue un dogme après Midway. Le 25 août 1945, 10 jours après la capitulation du Japon, Willis Augustus Lee Jr. mourut soudainement d'une crise cardiaque. Il avait 57 ans. Il était en train d'être conduit dans une vedette à moteur vers son navire amiral, le cuirassé Wyoming, qui était ancré dans la baie de Casco, dans le Maine. L'équipage de la vedette essaya de le réanimer, mais il était trop tard. L'homme qui avait révolutionné la guerre des cuirassés, qui avait sauvé Guadalcanal, qui avait prouvé que la technologie et les tactiques pouvaient surmonter n'importe quelle adversité, mourut alors que la guerre qu'il avait contribué à gagner touchait à sa fin. La nouvelle de la mort de Lee fut accueillie par une véritable tristesse dans toute la flotte. L'amiral Nimitz le qualifia de l'un des plus fins officiers qu'il ait jamais connu. L'amiral Halsey déclara que le génie tactique de Lee avait sauvé d'innombrables vies américaines. L'équipage du Washington, dont beaucoup servaient encore, pleura la perte de l'amiral qui les avait menés à travers la bataille la plus désespérée de la guerre. Mais même dans la mort, les réalisations de Lee furent minimisées. Sa nécrologie dans le New York Times mentionnait ses médailles olympiques et son parcours militaire, mais ne consacrait qu'une phrase à la bataille de Guadalcanal. L'histoire officielle de la marine lui donnerait le crédit de la victoire, mais ne reconnaîtrait pas la nature révolutionnaire de ce qu'il avait accompli.
Le Washington continua à servir pendant 2 ans après la fin de la guerre. Il participa aux opérations Magic Carpet, ramenant des militaires américains chez eux depuis l'Europe. Le 27 juin 1947, il fut désarmé au chantier naval de New York. Pendant 14 ans, il resta dans la flotte de réserve, rouillant lentement, inspecté occasionnellement, jamais nécessaire. Le 1er juin 1960, il fut rayé du registre naval. Le 24 mai 1961, il fut vendu à la division Lipset de la société Luria Brothers pour $544 000. Il fut remorqué chez les démolisseurs et découpé pour la ferraille. Aucun effort ne fut fait pour le préserver en tant que musée. Aucun mémorial ne fut érigé pour commémorer son service. Le cuirassé qui avait sauvé Guadalcanal, qui avait prouvé que les cuirassés pouvaient encore dominer le combat naval, fut réduit à des lames de rasoir et des barres de renforcement. Aujourd'hui, 82 ans après la bataille de Guadalcanal, l'exploit du Washington reste largement méconnu en dehors des cercles d'histoire navale. Les écoliers apprennent les porte-avions à Midway, les Marines à Iwo Jima, les bombes atomiques qui mirent fin à la guerre. Ils n'apprennent pas l'histoire du cuirassé qui combattit seul contre des chances impossibles et gagna. Les guides touristiques à Pearl Harbor parlent du Missouri, où la capitulation fut signée, et de l'Arizona, où la guerre commença pour l'Amérique. Ils ne mentionnent pas le Washington, où l'avenir de la guerre navale fut démontré puis ignoré. Mais l'héritage du Washington et de Willis Lee survit de manière que la plupart des gens ne réalisent pas. Le système de combat Aegis qui protège les navires de guerre américains modernes est un descendant direct du système de contrôle de tir radar que Lee a pionnier. L'intégration des capteurs et des armes qu'il a prôné est désormais standard sur chaque bâtiment naval. Les principes tactiques qu'il a développés, engager au-delà de la portée visuelle, utiliser la technologie pour surpasser le nombre, combattre l'ennemi là où il est aveugle, ce sont les fondements du combat naval moderne. Chaque destroyer, croiseur et porte-avions américain qui prend la mer aujourd'hui porte l'ADN de la victoire du Washington à Guadalcanal. La mère ironie est que Lee avait raison sur tout. Les cuirassés équipés de radars auraient pu dominer le combat de surface tout au long de la guerre s'ils avaient été correctement employés. Des vies auraient pu être sauvées. Les batailles auraient pu être gagnées plus décisivement. Mais l'inertie institutionnelle et l'aveuglement bureaucratique empêchèrent la marine d'apprendre les leçons que le Washington avait enseignées. Au moment où la marine comprit pleinement ce que Lee avait essayé de leur dire, l'ère des cuirassés était terminée. Les missiles et les jets avaient remplacé les canons et les blindages. La révolution que Lee avait initiée arriva trop tard pour compter pour les navires qu'il aimait. Il y a un dernier élément de l'histoire du Washington qui mérite d'être raconté. Tout au long de sa carrière de combat, de l'Atlantique au Pacifique, à travers 13 engagements majeurs, le Washington ne perdit jamais un seul membre d'équipage du fait d'une action ennemie. Il y eut des accidents, des incidents d'entraînement, des causes naturelles. Mais en combat réel, face aux canons, torpilles et avions ennemis, pas un homme ne fut tué. Aucun autre grand navire de guerre dans aucune marine ne peut revendiquer cela. Cela témoigne de la qualité de son équipage, de la solidité de sa construction et peut-être plus important encore, du génie tactique de Willis Lee qui comprenait que la meilleure façon de protéger ses hommes était de tuer l'ennemi avant que l'ennemi ne puisse les tuer. Ce record parfait semble presque impossible quand on considère ce à quoi le Washington fit face à Guadalcanal seul. Il fut pris pour cible par des torpilles, les canons de croiseurs lourds, et au moins un coup à toucher du tir principal du Kirishima. Pendant la campagne des Philippines, il fut attaqué à plusieurs reprises par des avions japonais, y compris des kamikazes. À Iwo Jima et Okinawa, il opéra sous la menace constante d'attaques aériennes. Pourtant, à travers tout cela, son équipage resta indemne de toute action ennemie. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'un entraînement supérieur, d'un excellent contrôle des avaries, et surtout, des tactiques révolutionnaires que Lee avait développées. En engageant à la portée maximale du radar, en frappant sous des angles inattendus, en utilisant la technologie pour dominer le champ de bataille, le Washington évita les batailles sanglantes à courte portée qui coûtèrent à la vie à tant d'autres navires.
L'histoire de l'USS Washington soulève des questions inconfortables sur l'innovation militaire et la résistance institutionnelle au changement. En Corée, les forces américaines redécouvriraient l'importance du soutien naval par le tir. Au Vietnam, elles apprendraient à nouveau la valeur de l'engagement de précision à portée maximale. Dans le Golfe Persique, elles appliqueraient les principes d'intégration des capteurs que Lee avait pionniers 50 ans plus tôt. Chaque fois, ces leçons durent être réapprises, car les institutions qui auraient dû les préserver choisirent de les oublier. Considérez ce qui aurait pu être différent si la marine avait pleinement adopté les innovations de Lee en 1942. Combien de navires auraient pu être sauvés à la bataille de la baie de l'Impératrice Augusta si tous les bâtiments américains avaient été entraînés au combat nocturne dirigé par radar? Combien de marins auraient pu survivre à la bataille de Samar si les cuirassés de Halsey avaient été déployés en utilisant la doctrine d'opération indépendante de Lee? Ce ne sont pas seulement des suppositions historiques. Elles représentent de vraies vies qui auraient pu être sauvées si l'orgueil bureaucratique n'avait pas primé sur l'innovation tactique. L'histoire du Washington illustre également un schéma persistant dans l'histoire militaire. Les avantages révolutionnaires sont souvent découverts par des hommes pratiques dans des circonstances désespérées, et non par des théoriciens dans les collèges de guerre. Le tendeur de fil de piano de Mac McKenna qui sauva les pilotes de P-38, les tactiques de Blitzkrieg de Guderian, la théorie de la maniabilité énergétique de Boyd, toutes vinrent d'opérationnels qui virent ce que l'establishment ne pouvait ou ne voulait pas voir. Et dans chaque cas, l'establishment résista, nia et minimisa, jusqu'à ce que les preuves deviennent accablantes ou sans objet. Aujourd'hui, alors que la marine des États-Unis fait face à de nouveaux défis de la part de compétiteurs de même niveau dotés de missiles anti-navires, d'armes hypersoniques et de systèmes de ciblage basés dans l'espace, la leçon du Washington redevient pertinente. Le service qui s'adapte le plus rapidement à la nouvelle technologie, qui écoute ses opérationnels plutôt que ses bureaucrates, qui valorise les résultats plutôt que la doctrine, dominera les batailles navales futures, tout comme le Washington domina cette nuit au large de Guadalcanal. La question est savoir si la marine d'aujourd'hui a tiré des leçons de sa propre histoire ou si elle répétera les erreurs de 1942. Les traces physiques du Washington ont disparu. Son acier fut fondu et réutilisé il y a des décennies. Son équipage, ces hommes courageux qui naviguèrent vers des adversités impossibles et en ressortirent indemnes, ont presque tous disparu. Mais leur exploit perdure dans les principes qu'ils ont prouvés. Une technologie correctement employée multiplie la puissance de combat. L'entraînement et les tactiques comptent plus que le nombre. Un navire avec le bon commandant et les bons outils peut vaincre une flotte entière. Ce ne sont pas seulement des leçons pour la guerre navale, ce sont des leçons pour tout domaine où l'innovation affronte l'orthodoxie. Alors que nous marquons un autre anniversaire de la bataille de Guadalcanal, nous devrions nous souvenir non seulement de ce qui s'est passé, mais de ce que cela signifiait. Un seul cuirassé, mis à l'écart par la doctrine, commandé par un amiral qui ressemblait à un instituteur, utilisant une technologie que la plupart des officiers ne comprenaient pas, sauva la première offensive américaine de la guerre du Pacifique. Cette victoire fut ensuite délibérément minimisée parce qu'elle remettait en question le récit dominant de la suprématie des porte-avions. Le navire qui prouva que les cuirassés pouvaient encore gagner fut oublié parce que s'en souvenir signifiait admettre que les experts s'étaient trompés. Ce novembre marque 82 ans depuis que le Washington prouva que le courage, la technologie et le leadership pouvaient surmonter n'importe quelle adversité. Son histoire nous rappelle que les plus grandes victoires viennent souvent des sources les plus inattendues, que les bureaucraties résistent au changement, même quand des vies en dépendent, et que le prix de l'aveuglement institutionnel est toujours payé par ceux qui servent. Le Washington mérite mieux que l'obscurité. Son équipage mérite la reconnaissance. Willis Lee mérite sa place parmi les grands commandants navals. Plus important encore, leurs leçons méritent d'être étudiées, comprises et appliquées.